On va accueillir maintenant Madame Kerr qui va nous parler de l'ADN coopératif et qui fait partie de FEBECOOP. Alors merci aussi de m'avoir invitée. Je suis aussi heureuse d'être là. Je vais rentrer dans le vif du sujet assez rapidement étant donné que j'ai très peu de temps. En vitesse, je vais me présenter. Donc, mon métier à moi, c'est d'accompagner des projets coopératifs. Je suis juriste de formation, mais fondamentalement... excusez-moi. Donc, je suis juriste de formation, mais fondamentalement, ce que je vais dire ici procède plutôt de mon expérience d'accompagnement de projets coopératifs. Et donc, je travaille chez FEBECOOP Wallonie-Bruxelles, qui est une agence conseil en économie sociale. C'est une appellation typiquement wallonne, mais on travaille aussi à Bruxelles pour accompagner des projets dans un cadre relativement libre. L'objet de ma présentation ici, ça va être de rappeler effectivement quel est le modèle coopératif. Si on reprend le modèle coopératif tel qu'il est dans sa substantifique moelle, quel est-il et dans quelle mesure peut-il éclairer du coup la construction, le façonnage, la définition de projets de coopératives d'habitants. Je me focaliserai dans ce cadre sur les coopératives d'habitants de type locatif où les coopérateurs prennent des parts, apportent de l'argent à la coopérative, mais occupent leur logement en tant que locataires. Mon but avec ça est de rappeler, de tenter de montrer la distinction qu'il y a entre un hypothétique modèle de coopérative d'habitants et d'autres solutions d'habitat collectif, de mutualisation, d'achat en commun, de copropriété. Pas sur le plan juridique, je ne vais évidemment pas comparer les deux modèles sur le plan juridique, mais je vais essayer de bien faire sentir la différence qui existe quelque part entre la copropriété, entre la coopérative d'habitants et la coopérative de propriété au niveau de la mission de chacune de ces deux solutions au niveau de leur philosophie, avec pour objectif plus pratique au final, lorsqu'on façonne des coopératives d'habitants ou lorsqu'on est amené à gérer, à prendre des décisions stratégiques, des décisions fondamentales pour une coopérative d'habitants, d'avoir ce modèle coopératif comme boussole pour pouvoir définir les différentes modalités du projet. Donc je vais me baser sur ça, simplement sur les principes coopératifs tels qu'ils ont été codifiés par l'Alliance coopérative internationale, en commençant par la définition, selon l'Alliance coopérative internationale, la définition de la coopérative. Je vais aller très vite parce que vous la connaissez déjà tous très bien. La coopérative est une association autonome de personnes unies volontairement pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels communs par le biais d'une entreprise détenue conjointement et contrôlée démocratiquement. Ensuite, aussi très rapidement, je vais m'asseoir parce que je serai plus près du micro comme ça. Ensuite, très rapidement, les principes coopératifs, toujours selon l'Alliance coopérative internationale, que je passe donc très rapidement pour ensuite tenter de les appliquer au modèle de la coopérative d'habitants. Et vous les connaissez tous très très bien aussi. L'adhésion volontaire et ouverte à la coopérative, le contrôle démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres à la coopérative, autonomie et indépendance de la coopérative, éducation, formation et information des coopérateurs, mais également du grand public, coopération entre les coopératives et engagement envers la communauté. Alors, un point d'attention au préalable, ce que je vais évoquer ici n'a pas, en tout cas mon propos n'a pas de visée prescriptive ou normative. Ça va peut-être en avoir l'air, mais mon objectif n'est pas de vous dire comment devrait être conçue une coopérative d'habitants selon le modèle coopératif. Le but ici est de vous donner plutôt une boussole, des références pour inspirer des modèles coopératifs dans leur façonnage, dans la définition de leurs modalités, de leurs éléments constitutifs. Donc selon la définition de la coopérative et les principes coopératifs, selon le modèle coopératif tel qu'il est reconnu de manière internationale, la coopérative part de
besoins sociaux. La coopérative a pour mission d'apporter une solution. Excusez-moi, il faut que je me déplace pour faire défiler mon PowerPoint. La coopérative a pour mission d'apporter une solution à des besoins sociaux. Donc on va retrouver dans la coopérative évidemment des personnes ayant ce besoin, caractérisées par ce besoin. Évidemment l'exemple ici, l'exemple en l'occurrence ce sera... Ah, j'en me reçu. Ce sera le besoin d'habitat abordable, le besoin d'accéder à de l'habitat abordable. Et donc, dans la coopérative, on va retrouver des personnes caractérisées par ce besoin d'accéder à de l'habitat de manière abordable, selon une logique de self-help, typique caractéristique des coopératives. Elles vont apporter de l'argent à la coopérative, des moyens financiers qui vont permettre donc à la coopérative de mettre en place et de mettre en œuvre cette solution qu'ils attendent à leurs besoins d'accès à un logement abordable. Ce sont donc les coopérateurs, vous les avez vus venir, ils font un apport à la coopérative, en échange de quoi ils ont des parts. Évidemment, c'est le but du jeu. Ils sont usagers de la solution, ainsi mise en œuvre. Donc, ils sont à la fois coopérateurs et habitants. Ces mêmes personnes vont contrôler l'Assemblée générale, vont contrôler l'action de la coopérative via l'Assemblée générale. Et donc, en Assemblée générale, ces mêmes personnes vont évaluer l'action de la coopérative, en particulier via le conseil d'administration. La coopérative a-t-elle réalisé, a-t-elle mis en œuvre correctement la réponse attendue à nos besoins? Oui, non. Ce contrôle se fait donc via l'Assemblée générale. Donc on retrouve ici les principes coopératifs de contribution économique des membres via l'apport, de double qualité qui est au cœur de la définition de la coopérative, où les coopérateurs, les usagers sont à la fois les actionnaires associés coopérateurs et les usagers et aussi les contrôleurs en dernier ressort, ainsi que le principe de contrôle démocratique des membres, contrôle de l'action de la coopérative. Une fois la coopérative d'habitants créée, avec ses habitants ils sont usagers, ils sont coopérateurs, le besoin social d'accès à de l'habitat abordable est-il pour autant épuisé? Je ne pense pas que je vais prendre beaucoup de risques en affirmant que je pense que non, et que je pense que toute coopérative d'habitants existante ou future ne parviendra pas à elle seule à épuiser le besoin social d'accès à de l'habitat abordable dans la société. Compte tenu de cela, la coopérative est effectivement une association, est une organisation ouverte. Toute personne qui ne fait pas encore partie de la coopérative, qui n'est pas encore bénéficiaire de ces services, qui n'est pas encore usagère, devrait pouvoir, pour pouvoir accéder aux services, prendre une part de coopérateurs et pouvoir du coup accéder aux services de la coopérative. Et donc l'adhésion en coopérative est un processus objectif, transparent, non discriminatoire. C'est sur base du besoin et de la volonté de recourir au service de la coopérative, d'en être un usager, que se fait normalement, que s'évalue normalement une demande d'adhésion. C'est donc pas à la tête du client, mais c'est en fonction du besoin. De nouveau, on retrouve ce besoin social qui est vraiment au cœur de la mission de la coopérative. Évidemment, on voit assez rapidement ici les frictions que cela va générer avec l'idée qu'on a parfois de la coopérative d'habitants où les gens vont habiter ensemble, vont se côtoyer davantage, parfois il y aura des espaces communs, etc. Et où, au-delà du besoin objectif d'accéder à de l'habitat abordable, il y a aussi il y aura aussi un critère un critère plus subjectif dans le processus d'adhésion. De nouveau, toujours vu le fait que le besoin social ne sera jamais épuisé, la coopérative a pour principe de ne pas faire sortir les profits qu'elle ferait. Elle va réinvestir tout ou partie de ses profits dans le but d'accroître son action, de réinvestir, de créer éventuellement d'autres logements. Le besoin social n'étant pas épuisé, elle a quelque part la mission de pouvoir répondre encore davantage et davantage aux besoins de personnes individuelles, d'accueillir plus d'habitants, d'accueillir des coopérateurs.
Et donc, à ceci fait écho le principe coopératif de lucrativité limitée, selon lequel donc, les profits des coopératives ne sont pas destinés à sortir entièrement de la coopérative, en particulier via la distribution de dividendes ou de plus-values sur les parts, dès lors qu'une partie des profits générés par l'action de la coopérative vont, selon sa mission, selon son objectif de répondre le plus largement possible aux besoins sociaux qui est au cœur de sa mission, vont rester dans le patrimoine de la coopérative pour assurer à la fois sa pérennisation, voire son développement. Ici, la question de la plus-value à la sortie d'un coopérateur est évidemment épineuse. Je crois que beaucoup de personnes ici sont conscientes de cela, étant donné que la personne qui désire quitter la coopérative, l'habitant qui désire quitter la coopérative d'habitants parce qu'elle n'entend plus recourir à la coopérative pour trouver satisfaction à son besoin d'habitat, elle a trouvé une autre chose. Elle va entendre évidemment récupérer une valeur actualisée de ses parts parce que c'est nécessaire pour pouvoir se reloger. Donc la personne, le coopérateur habitant qui quitte la coopérative et qui ferait une plus-value ne s'enrichit pas. On pourrait plutôt dire qu'il évite de s'appauvrir. Il est bien obligé de rester à niveau. Et cela se justifie toujours par le besoin social qui est au cœur de la mission de la coopérative, qui est de favoriser l'accès à du logement abordable. Et donc il va falloir faire un arbitrage assez précautionneux entre d'une part la nécessité pour la coopérative de garder ses profits en interne pour continuer à se développer et pour pouvoir faire bénéficier de nouvelles personnes de son offre d'habitat, et d'autre part la possibilité pour le coopérateur sortant de pouvoir se retrouver un habitat en récupérant au moins la somme actualisée de son investissement d'origine. Cela a un impact évidemment aussi plus direct sur, du point de vue de la mission de la coopérative, sur l'accessibilité du logement qui va être ainsi libéré et qui va devoir être transmis. Évidemment, si la personne peut sortir avec sa plus-value, la coopérative va devoir récupérer quelque part ce qu'elle aura dû verser au coopérateur qui s'en va et devra donc augmenter le prix d'accès au logement qui est ainsi libéré. Donc, il est difficile il faudra penser à des solutions, un arbitrage avec des systèmes de captation de la plus-value, par exemple, comme on les voit dans les CLT. Et l'agrément entreprise sociale, d'ailleurs, prévoit un système de captation totale de la plus-value, vu qu'on ne peut sortir qu'à la valeur nominale. J'ai presque fini, c'est parfait. Alors, néanmoins, encore une fois, comme le besoin social n'est jamais épuisé, la coopérative, même si elle ne peut pas grandir, parce qu'il n'est pas possible de construire un logement en plus, parce qu'elle n'a pas la volonté de s'agrandir, dès lors qu'elle est toujours sur sa mission relative aux besoins sociaux, au-delà de l'intérêt de ses coopérateurs directs, elle va continuer à informer le grand public, à faire du plaidoyer auprès des politiques, à travailler à l'essaimage de sa solution auprès de coopératives. Ça est aussi une manifestation du focus de la coopérative sur un besoin social et non pas sur l'unique intérêt de ses coopérateurs. En synthèse, à la lumière des principes coopératifs, on peut retenir, mais je vous le propose, je ne vous l'impose pas, que la mission d'une coopérative d'habitants n'est pas de poursuivre la réalisation des seuls intérêts de ses habitants coopérateurs, mais la coopérative a pour mission plus large d'offrir une solution alternative d'habitat à une communauté potentiellement infinie. Voilà.